Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Caroline Girado est la meuf qui a réussi à démocratiser l'univers de la crypto-monnaie. La première fois que je l'ai entendue, je me suis dit « Waouh, enfin quelqu'un qui parle un langage que je comprends ». L'univers de la crypto-monnaie est un monde masculin où la testostérone rime avec longueur de phrase. Caroline nous prouve que la crypto est accessible si nous avons les bons outils. Pendant cette conversation, nous parlerons de son parcours, de reconversion, de la crypto-monnaie bien sûr, mais comment comprendre son fonctionnement et surtout comment se sentir légitime quand tout nous montre le contraire. Tu as envie de changer le monde mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui à travers leur parcours et leur histoire partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner et à laisser 5 étoiles, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et bonne écoute. Bonjour Caroline. Salut Tia, un grand merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie d'avoir trouvé un petit peu de temps pour nous parler de crypto-monnaie, mais pas que, mais surtout. Alors, on va commencer par la phrase, par la question que je pose à tous mes invités. C'est la plus simple, rassure-toi. Plutôt thé ou café? Café, absolument. Parfait. On est deux. Voilà. J'ai aussi ma tasse à côté. Donc, ce sera vraiment une pause café. On va remonter un petit peu le temps pour essayer de comprendre qui tu étais et comment tu es devenue justement la femme que tu es aujourd'hui. T'étais quel genre de petite fille? J'étais une petite fille naïve. C'est vrai? Pourquoi tu dis ça? Non, mais parce que quand tu me dis t'étais quel genre de petite fille, je me dis j'étais une petite fille qui aimait les contes de fées, qui aimait vachement les dessins animés, les super pouvoirs. J'étais très dans un univers magnifique, quoi. Mais en même temps, tu sais, moi j'aime bien cette façon de voir les choses. Est-ce que tu penses que t'as perdu ton âme d'enfant? Non, je dirais pas. Je dirais que je l'ai quand même bien gardée. Ouais, alors ça c'est plus important parce que moi je trouve que c'est hyper important à l'âge adulte, ok d'avoir peut-être beaucoup plus de recul, de maturité, tout ce que tu veux, mais je crois que la beauté de la vie c'est encore d'avoir ces yeux d'enfant, de réussir à être émerveillé pour des petites choses toutes bêtes et je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais justement enfant? Est-ce que tu avais déjà, comme beaucoup de petites filles justement, le désir d'être soit maîtresse ou danseuse ou je sais pas, ou pas du tout? Alors, je crois, et je vais détester ma réponse par ailleurs, mais à l'époque, les dessins animés n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je crois que je rêvais absolument d'être princesse, mais il me semble, parce que je me rappelle avoir grandi avec Starla et les Joyaux Magiques, que je voulais être une princesse avec des super pouvoirs quand même, ce qui est un peu mieux. Je comprends. Je veux dire que tu as gardé les super pouvoirs parce que tu arrives quand même à faire un truc qui est plutôt balèze, on en parlera tout à l'heure. Et finalement, pour devenir princesse, on fait quoi comme études? T'as fait quoi? Alors là, j'ai fait la fac de Montpellier en gestion des entreprises, donc c'était très chiant. C'était très très chiant et en plus j'avais pas la moindre idée de ce que j'allais faire avec ça, hein. Bon, et je crois que mes profs non plus savaient pas du tout ce que je pouvais faire avec ça. D'accord, donc en gros à l'époque t'avais pas encore d'idée précise de ce que tu voulais faire de ta vie? Non, enfin si, j'avais une idée précise mais qui était un truc très loin de moi. J'avais dans la tête, parce que j'ai grandi dans un petit village dans le sud de la France, j'avais dans la tête que réussir son métier, ça voulait dire travailler dans une grosse boîte, donc ça voulait dire travailler dans une boîte que je connais. Donc moi, grosso modo, je devais connaître L'Oréal et 2-3 boîtes comme ça. Et j'avais dû entendre un de mes profs parler de style consultant en management ou un truc comme ça qui avait l'air un peu compliqué et que moi, je croyais qu'il fallait être ça pour réussir. Et donc, j'imaginais que je ferais un truc comme ça. Et au final, tu fais quoi alors? Avant de rentrer dans le monde de la crypto, tu fais quoi? Avant de rentrer dans le monde de la crypto, je capte quand même que 100% des grosses boîtes à qui j'envoie mon CV en ont rien à foutre de moi puisque j'ai pas un diplôme de grande école, j'ai un diplôme de fac de Montpellier, quoi. Et donc, je me rabats, si on peut dire, dans une association à Paris qui était une association de DRH qui s'appelle la NDRH. Et là, c'était quand même assez chouette parce que je travaillais justement sur des sujets d'égalité professionnelle. Entre les hommes et les femmes dans le milieu de l'entreprise d'un point de vue RH. Donc c'était quand même assez intéressant, même si c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais.
Tu restes combien d'années dans cette association à peu près? En fait, je crois que je reste 2 ans dans cet asso. Il se trouve que je me faisais quand même un petit peu chier dans ce travail-là et que donc j'avais monté un blog RH anonyme parce que j'avais pas le droit de m'exprimer sur Internet à l'époque avec le job que je faisais, qui était anonyme et qui parlait donc de tout ce que j'apprenais en RH, mais que je trouvais qu'il y avait que des termes ronflants et que c'était très très chiant. Donc je l'avais appelé Cocktail RH, je me rappelle. Et il se trouve que ce blog anonyme a gagné genre la récompense du blog de l'année par l'association qui ne savait pas que c'était moi. Énorme. Énorme. Le blog, toi, tu l'as gardé, je suppose qu'aujourd'hui tu n'approvisionnes plus. Alors, en fait, il a existé pendant 3 ou 4 ans. En fait, après, je l'ai exploité quand j'ai monté ma première boîte. C'était une boîte RH. J'avais créé un logiciel RH pour que les DRH puissent demander l'avis des collaborateurs de l'entreprise plus facilement. Et donc, j'avais exploité, en fait, ce que j'avais déjà comme base grâce à mon blog de l'époque pour commencer ça. Comment te vient l'idée de créer ta première boîte? Je crois que à ce moment-là, j'avais changé déjà depuis l'association. J'étais dans un cabinet de conseil RH et spécialisé pareil en égalité professionnelle. Et je trouvais que c'était vraiment chouette comme secteur. En revanche, j'aimais pas du tout être salariée, je crois. Je me sentais vachement contrainte, l'impression de travailler pour quelqu'un d'autre. Je trouvais que c'était très très injuste. J'avais vraiment un sentiment d'injustice hyper fort de travailler pour quelqu'un d'autre. Et donc je me suis dit, mais ce serait pas trop chouette de faire ça. J'avais fait une enquête RH dans une grosse boîte et je me rendais compte à quel point c'était impossible de faire une enquête sur 3 ans. Enfin, les résultats étaient même plus bons au moment où on les analysait. Et donc je me suis dit, je vais créer ça. Donc, je l'ai fait très très naïvement. J'ai tout quitté et j'ai lancé ça. Et ça a pris tout de suite? Alors oui, ça a bien marché. J'ai réussi à lever des fonds assez rapidement. J'ai monté une équipe de 10 personnes. J'ai commencé à générer un petit chiffre d'affaires. On était une société qui était rentable, ce qui est vraiment bien au bout de 3 ans. En revanche, c'était pas du tout ce que je m'imaginais dans le conte de fées que je me faisais dans ma tête. C'était pas de l'hypercroissance et c'était pas non plus comme avoir une famille et que tout est beau, tout est rose. C'est beaucoup de management. J'étais très jeune, j'avais 25 ans. C'était dur en fait tout ça. Et diriger une boîte toute seule avec une dizaine d'actionnaires et une dizaine de salariés quand t'as moins de 30 ans, en réalité c'était très fatigant et j'étais super heureuse de la revendre au leader de mon marché. Ça a été un peu reposant aussi pour moi de faire ça. C'est quand même impressionnant parce que tu nous dis j'ai fait ça un peu naïvement, mais une entreprise qui arrive à lever des fonds, à avoir des actionnaires, c'est quand même pas rien. Est-ce que tu crois que justement c'est le fait d'avoir cette naïveté qui t'a finalement facilité la vie en t'évitant de te poser trop de questions et t'as juste été faire ce que t'avais envie de faire? Alors vraiment totalement. Dans tout ce que je fais, s'il y a un truc que je remarque, c'est ma naïveté absolue. Qui fait que je me dis je vais le faire et on va voir ce qui va se passer et ensuite je découvre les galères, etc. Mais disons que ça m'a permis de me lancer et de pas avoir peur des résultats, disons. Est-ce que donc tu revends ta boîte, ça remonte à quand à peu près? Écoute, je l'ai revendue au bout de 3 ans de direction. Ensuite, je suis restée 2 ans chez mon acquéreur parce que c'était un contrat dans le cadre de la revente. Ouais. Après ça, j'ai dû faire 1 an. Et là, ça fait 1 an et demi que j'ai les cryptos de Caro. Donc, tu vois, ça va faire 2-3 ans, quoi, à peu près. D'accord. Donc, un peu juste avant le Covid, quoi. Alors, oui, bien 1 an avant le Covid, je dirais. D'accord. Donc, on va dire quand même que le tempo était pas mal. Ouais. Alors ça, c'est vrai que j'avais pas pensé sous cet angle, mais heureusement, en fait. C'était quand même pas mal. Non, je veux dire 1 an avant le Covid. D'accord. Est-ce que avant de te lancer pleinement dans la crypto, t'avais déjà investi? Peu importe dans quoi, dans où, mais est-ce que t'avais déjà investi? Ça te parlait déjà? Alors, quand j'avais créé ma première boîte, j'étais dans un espace de coworking et il y avait plein de geeks autour de moi. Et eux, pour le coup, et ça devait être en 2016 ou 2017, ils étaient à fond dans le Bitcoin. Ils m'avaient dit, Caro, tu passes à côté d'un truc délirant, il faut absolument que tu investisses dans le Bitcoin. Et moi, j'ai tapé Bitcoin sur Internet et tous les sites sur lesquels je suis tombée, j'étais là genre, je comprends rien.
Je sais même pas ce que c'est que le Bitcoin. C'est vraiment, j'avais jamais entendu parler d'investissement de ma vie. La bourse, je savais même pas trop ce que ça voulait dire. Je suis issue d'une famille qui est quand même plutôt pauvre, donc j'ai jamais eu d'éducation financière à proprement parler. Puis avec mes études en RH, ça risquait pas de m'apprendre un truc sur la question, donc je savais pas du tout. En revanche, je me rappelle que ça avait l'air super compliqué, que j'ai décidé de mettre ce truc-là sous le tapis, de plus m'en préoccuper. Et au moment du premier confinement, il y a eu un boom du Bitcoin à nouveau. Ouais. Et là, la presse s'est remis à en parler, et moi, j'étais enfermée chez moi, et je regarde ça, et je me fais un petit calcul rapide de j'ai monté une boîte de 10 personnes que j'ai revendues, et je suis moins riche que ces branleurs geeks qui étaient à côté de moi, qui avaient investi dans le Bitcoin et qui m'avaient dit de le faire aussi. Et j'avais tellement eu la haine de ce truc-là, je me suis dit, ok, là, j'ai le temps, je vais comprendre ce que c'est que les cryptos. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à investir et que j'ai consommé du contenu tous les jours jusqu'à comprendre ce que c'était, quoi. Donc, mais j'adore ton histoire parce que ça part d'une frustration. Tu t'es dit, mais merde, en fait, on me l'a dit, le truc il était là et je l'ai pas fait. Donc, et je peux comprendre quand tu avais le truc au bout des doigts et que tu te dis, merde, là, c'est vraiment que moi. Et ouais. Finalement, ça te motive encore plus d'y aller parce que tu sais qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans le secteur. Et donc, tu te lances. Donc, pendant le confinement, tu te lances. Mais tu dis que tu as investi, mais est-ce que tu as d'abord cherché à comprendre ce que c'était ou tu t'es dit, pareil, naïvement, vas-y, investis, puis je vais comprendre après? Ouais, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait faire, moi, clairement. Moi, j'ai investi un peu, hein, tu vois, un peu d'argent, mais bon, j'ai commencé à bien gagner ma vie à ce moment-là. Donc, j'ai un peu investi, et après, j'ai commencé à vraiment beaucoup consommer de contenu sur la question, et je me suis mise, en fait, moi, à investir en bourse en même temps que j'ai investi en crypto. Donc, à appréhender un peu tous ces écosystèmes-là en même temps. J'ai trouvé que les cryptos, pour le coup, c'était genre, mais passionnant, quoi. C'était un univers infini de nouvelles informations qui n'étaient pas juste des informations financières, qui étaient pour moi vraiment toute une nouvelle économie. Il y a une nouvelle organisation de société que je trouvais super intéressante. Je suis en train de voir tes parents et j'avais une question qui est partie. Oui, on y revient. Je me reconcentre. Pour ceux qui... Alors, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, peut-être pas 100% des gens ont entendu parler de la crypto, mais beaucoup. Mais pour, malheureusement, les personnes qui n'ont pas encore entendu parler de la crypto, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Ouais, bien sûr. Donc, une crypto-monnaie, pour faire très très simple, ça va être une monnaie qui est digitale, donc qui existe en ligne. Donc, tu peux pas retirer un billet d'une crypto-monnaie. Et ça va être une monnaie qui va exister sans intermédiaire. Donc, première chose, c'est pas l'État qui crée une crypto-monnaie, contrairement à l'euro, par exemple. C'est n'importe qui. Moi, je peux créer une crypto-monnaie. Et c'est une monnaie qui va fonctionner en totale autonomie. Ça veut dire qu'on va pas être obligé de passer par un intermédiaire comme ce que nous, on fait avec la banque. Moi, par exemple, si je veux t'envoyer, Tia, des euros, je vais aller sur mon application bancaire, je vais te demander de transférer l'argent. Et la banque, elle va aller sur mon compte, elle va vérifier que j'ai l'argent, elle va effectuer le transfert d'argent vers ton compte, et ensuite elle va enregistrer l'opération dans son livre de compte de banque qui rend l'opération authentifiée. Et bien, la crypto-monnaie, elle a remplacé toute cette intermédiation-là, elle l'a remplacée par un algorithme qui va venir faire ça automatiquement et qui va enregistrer la donnée de manière officielle dans un livre de compte officiel auquel on a tous accès, qui s'appelle la blockchain. Okay. Donc, le principe des crypto-monnaies, finalement, ça va être d'être une monnaie d'échange, mais qui se passe d'intermédiaire. Et comme il se passe d'intermédiaire et de l'État, c'est pas l'État qui fixe son prix, ça veut dire que c'est la loi de l'offre et de la demande qui fixe son prix. Donc, plus de gens veulent d'une crypto-monnaie, plus son prix augmente, et plus de gens vendent, plus son prix diminue. Et c'est pour ça que les amoureux de la crypto disent que, notamment le Bitcoin, qui est la première des cryptos, parce qu'il y en a des milliers, c'est la seule crypto-monnaie, enfin la seule monnaie même au monde qui est saine, parce qu'elle se définit par la volonté du marché, et pas par un tiers qui va être tout puissant. Alors justement, j'ai 2 questions par rapport à ce que tu viens de dire, 2 questions liées à la peur. Oui. Beaucoup de personnes aujourd'hui, donc ceux qui ont entendu parler de la crypto, ont 2 craintes. Déjà, la première, parce que comme tu l'as dit, c'est pas l'État qui l'a créé, donc on se dit ah bah ouais mais mince, parce qu'on a cette habitude d'avoir cette entité qui gère entre guillemets nos finances. Et de l'autre côté, comme tu l'as dit aussi, la crypto-monnaie c'est le marché qui définit un peu sa valeur, donc qui est très volatile. Et donc, la peur de se dire, ouais, mais je peux tout perdre. Toi, tu réponds quoi à ces 2 craintes? Alors déjà, elles sont tout à fait compréhensibles.
les crypto-monnaies, enfin tout le marché crypto-monnaie est un marché qui est très jeune et très neuf. Donc évidemment, c'est extrêmement volatile à ce stade. Après, ce que moi je constate aussi, c'est qu'on peut tout perdre aussi avec notre argent à la banque. Enfin, en 2008, il y a des tonnes de gens qui ont perdu tout l'argent qu'ils avaient à la banque, parce que la banque peut faire... En fait, la banque, quand tu lui déposes ton argent, elle te signe une reconnaissance de dette. Et donc, c'est comme quand tu prêtes ton argent à un pote et il te le rend. Et si jamais il meurt ou il part à l'autre bout du monde, ben en fait, il te le rend pas. Et ben la banque, c'est pareil. Tu lui donnes tout ton argent, elle, dans la mesure du possible, elle te le rend, mais si jamais elle fait faillite, elle te le rend pas et tant pis pour toi. Donc, je veux pas dire par là qu'il y a de la sécurité nulle part. Je veux dire que effectivement, mettre ses œufs dans différents paniers, c'est aussi une forme de sécurité. Après, comme le milieu crypto-monnaie est un milieu très récent, il y a énormément de volatilité, avec un cycle qui se répète de manière très régulière sur le marché crypto-monnaie, que je peux te décrire si tu veux. Avec plaisir. Oui. Alors, donc, ça commence par un mécanisme qui est que, en moyenne, tous les 4 ans, la création de nouveaux bitcoins est divisée par 2. Voilà, jusqu'à ce que tous les bitcoins soient émis. Et comme la création de bitcoin est divisée par 2, tout d'un coup, mécaniquement, il y a moins d'offres sur le marché des bitcoins et il y a plus de demandes. Ça va faire augmenter les prix. Tous les gens qui sont déjà dans le marché crypto, c'est-à-dire qui ont déjà vécu un cycle où les cryptos étaient hautes, sont très attentifs à cet événement-là. Quand cet événement arrive, ils vont tous massivement réinvestir. Ça va donner une seconde impulsion d'augmentation des prix. Ce qui va faire que la presse se met à en parler. Okay. Ce qui va faire que tout d'un coup, le grand public massivement va s'y intéresser et va investir dedans. Et donc, on est sur une mécanique très haussière qui va entraîner l'ensemble des crypto-monnaies. Cette hausse, elle dure pendant en moyenne 1 an. Mais ça reste un marché qui, pour l'instant, a plus de nouveaux entrants que d'anciens entrants. Donc, ce sont des gens qui vont être vraiment susceptibles de prendre peur facilement. Donc, dès que le marché va avoir une forme de volatilité, parce qu'il y a de l'inflation, parce que des gens vont revendre à un moment pour prendre des gains, voilà, les cryptos vont baisser, ou qu'il y a une faillite ou un bug quelque part, les cryptos vont baisser, et toutes les personnes qui sont arrivées tardivement sur le marché, donc à cette nouvelle augmentation, vont sortir en même temps. Ça va entraîner la chute des cryptos. Et une fois que la presse s'en empare et dit « les cryptos sont terminés », en général, on retourne sur un marché qui va être bas et stable, avec seulement les gens qui avaient déjà vécu 2 cycles qui vont rester, jusqu'au prochain moment où le bitcoin est divisé par 2 et que du coup, ça repart. Donc, c'est quelque chose qui, en fait, est assez cyclique, et ce qu'on imagine dans l'univers crypto, c'est que quand tout le monde se sera emparé des cryptos, que toutes les entreprises accepteront les paiements en crypto, que ça deviendra quelque chose qui sera... En fait, on n'aura plus de nouveaux entrants, on n'aura que des anciens sur le marché, il y aura presque plus de volatilité à ce stade. C'est ce qu'on pense. J'ai l'impression qu'on est un peu... je fais la similitude avec les débuts d'Internet. Tu sais, quand c'était encore un langage totalement bizarre pour la majeure partie des gens. Et on se disait, mais c'est quoi en fait? De quoi ils nous parlent? Et il y avait très peu de personnes qui y croyaient. Et je sais plus, je crois qu'il y a peut-être 10 jours, j'ai revu, je sais plus quel acteur qui disait Internet, c'est l'avenir et tout ça. Et le commentateur lui disait, mais c'est pas un truc un peu de geek ou finalement qui mourra dans 5 ans. Et cet acteur avait raison. Et j'ai l'impression que pour la crypto-monnaie, c'est exactement la même chose. Alors, tu sais pas à quel point tu as raison. C'est-à-dire qu'à ce stade, si on compare les gens qui possèdent un portefeuille crypto, on est au même nombre de personnes qui, à l'époque, en 97, utilisaient Internet. D'accord. Sauf que la crypto a une croissance d'appropriation qui est 3 fois plus grande, 3 fois plus rapide qu'Internet. Okay. Donc, tu peux imaginer que dans les 5 à 10 prochaines années, où on en sera, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Et est-ce que, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que pour les novices comme moi, est-ce que investir en crypto-monnaie, c'est une question de stratégie avant tout, ou est-ce que c'est une question de mode surtout? Alors, je sais, il y a cette crypto qui est à la mode, donc vaut mieux aller par là, en fait, suivre la vague. Ah oui. Ok, je comprends. Alors non, alors pour les... alors surtout pas. C'est-à-dire que les gens qui sont très très au fait de la crypto, et je parle pas de moi, je parle de gens qui sont 1 million de fois plus au fait que moi de la crypto, eux, ils peuvent le faire. Aller sur les effets de mode et surfer sur les effets de mode, parce que ce qu'ils font en fait, c'est du trading pur.
C'est-à-dire, je sais que cette crypto, elle va avoir tant de presse dans les prochains mois parce qu'il se passe ci, qu'il se passe ça. Dans les 2-3 prochaines semaines, bam, je mets 10 000 euros, j'en ressors 30 000 et on n'en parle plus. Mais nous, vraiment, je me prends dans le lot. On aurait plutôt intérêt à... Alors, il y a un élément très important à savoir, c'est que à part le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie qui qui souhaite remplacer les monnaies classiques, l'ensemble des autres crypto-monnaies qui existent sont toujours affiliées à un projet. Et par un projet, je vais dire par là, on va dire que c'est une entreprise. C'est pas forcément une entreprise au sens classique tel qu'on le connaît, mais en tout cas un projet. Et si ce projet-là, il n'a pas une utilité, une valeur ajoutée pour des clients ou pour des utilisateurs, tu peux être sûr que la crypto-monnaie prendra pas de valeur dans l'avenir. Donc nous, les novices, on a plutôt intérêt à aller investir dans des projets dont on comprend l'utilité et on se dit, ok, si j'investis dans cette crypto-là, c'est parce que ce projet, moi, je l'utiliserai et je vois toutes ces personnes-là qui l'utiliseraient et je sais pourquoi dans l'avenir, ça va apporter de la valeur. Donc, j'ai beaucoup plus de chances que cette crypto prenne de la croissance. D'accord. Donc, il y a quand même une question de stratégie derrière et surtout comprendre ce que l'on fait. Absolument. Vraiment, en général, moi, je dis qu'on rentre dans les cryptos pour gagner de l'argent et qu'on y reste parce qu'on change le monde. J'adore cette phrase. Je vais la noter, celle-là. Comment t'es venue l'idée des cryptos de Caro? Pareil, c'est vraiment un mélange de grande naïveté et de pur hasard. C'est ça. En gros, je lisais et j'investissais et je consommais beaucoup de contenu sur les cryptos depuis un peu plus d'un an et je trouvais que tout ce que je lisais comme contenu, en fait, il y avait rien qui m'allait. C'est-à-dire que moi, je suis une fille hyper mainstream. Quand j'étais petite, ma chanteuse préférée, c'était Alizée. Je regarde Friends à la télé. Moi, j'ai besoin d'un environnement qui soit... vraiment, je suis pas geek du tout, quoi. D'accord. Et donc, tous les contenus qu'on me proposait, c'était des mecs qui utilisaient des tonnes de jargon, qui se mettaient très loin derrière un bureau de manière très professorale, ou alors on voyait que leurs écrans. Et j'étais là, genre, moi, c'est pas la vie que je mérite, quoi. Moi, vraiment, je veux pas ça. Et donc, j'ai un pote qui me parlait d'un projet un peu dans la finance, blablabla. À ce moment-là, j'avais revendu ma boîte, j'avais créé une autre boîte entre-temps de formation à la vente, en gros, qui tournait bien un peu toute seule, et je cherchais un peu à m'occuper, en fait. Mais je voulais pas me taper la honte. Ça, c'était un truc, je venais de revendre ma boîte, j'avais un truc qui tournait un peu, donc sur LinkedIn, je voulais jamais me taper la honte, donc j'ai cherché un réseau social sur lequel je connaîtrais personne, et je suis allée sur TikTok en me disant, il y a que des ados là-dessus, je peux pas me taper la honte. Et j'ai commencé à me dire, je vais faire un challenge pendant 30 jours, je vais tourner une vidéo par jour sur les cryptos. Je tournais un peu aussi sur la finance en général, sur la bourse, etc. Mais les cryptos, c'est vraiment ce que je préférais. Et ça a tout de suite très bien pris, au point que je recevais des centaines et des centaines de questions par jour. D'accord. Et donc, j'ai juste voulu me sauver du temps. Je me suis dit, je vais faire un mail, je vais faire 5 mails, en fait, qui récapitulent les plus grandes questions que tu te poses en crypto, et comme ça, les gens vont me foutre la paix. C'est un peu ça à la base, hein. Et donc, j'ai lancé le premier mail, je crois qu'il y avait 300 personnes qui étaient abonnées. Et 15 jours ou 3 semaines après, j'avais plus de 1000 personnes. Et là, je me suis dit, OK, il se passe un truc, je vais continuer. Et donc, j'ai continué pendant plusieurs mois, en fait. J'ai lancé, je crois, en mars, un truc comme ça, en mars. Et jusqu'en septembre, j'ai continué en faisant juste des vidéos sur TikTok et la newsletter. À partir de septembre, j'ai fait ma première monétisation. Et en janvier, j'ai tout quitté. Enfin, j'ai killé mon autre boîte pour passer à temps plein sur les cryptos de Caro, en fait. Aujourd'hui, ta newsletter, c'est combien d'abonnés? Écoute, c'est un peu plus de 50 000 abonnés aujourd'hui. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. À quoi t'expliques le succès, justement, de ta newsletter? Je pense que c'est un cumul de plein de choses, mais j'ai eu de la chance d'arriver sur TikTok à un moment où il n'y avait pas beaucoup de contenu business. Où les cryptos avaient le vent en poupe et où une nana qui parle un peu facilement de crypto, c'est quelque chose que les gens n'avaient pas trop vu. Donc ça a attiré beaucoup de monde. Après, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup raconter des histoires et j'aime pas quand les choses sont chiantes ou compliquées et je déteste les gens qui arrivent pas à rendre quelque chose simple. Genre vraiment, pour moi, si tu comprends pas un truc, c'est pas que t'es con, c'est que la personne en face de toi, elle est con. Je suis totalement d'accord. Et je sais plus quel grand philosophe disait que l'intelligence, c'était aussi d'adapter son langage à l'autre et de faire en sorte que l'autre nous comprenne. Et c'est vrai que moi, je me retrouve totalement dans ce que tu dis. Tu disais tout à l'heure par rapport à la crypto. Alors, moi, je m'y suis mise. Alors, je suis vraiment
début du truc, mais c'est vrai que tout ce que je regarde, hormis toi, ce sont des mecs qui parlent un jargon que je ne comprends pas, et des fois, et vraiment, hein, je me rappelle, il y a 3-4 mois, je me suis dit, allez, je m'y mets à fond, parce que j'ai vraiment envie, et comme toi, tu vois, je sentais il faut y aller, sauf que tu regardes 2-3 vidéos, et après je me dis, c'est bon, je peux plus, et c'est dommage parce qu'après on arrête, parce qu'on a l'impression que c'est pas pour nous. Toi, tu donnerais quel conseil, justement, à quelqu'un qui a envie, mais qui n'y comprend absolument rien? Ouais, enfin, j'ai tellement vécu ce que t'as vécu que je trouve ça affreux aussi. Mais faut surtout pas penser que c'est pas pour nous, parce que pour moi, c'est la prochaine révolution économique, sociétale et technologique, les cryptos. Et il faut qu'on comprenne ce que c'est pour avoir un avis sur la question, pour pouvoir y participer. En fait, c'est encore un monde qui va se faire sans nous, si jamais on a l'impression que c'est pas pour nous. Donc, il faut persévérer dans tous les cas. Et après, moi, je trouve que je fais du bon contenu sur la question. Donc, si jamais tu te retrouves pas dans les contenus qui sont proposés, ben va lire les miens, apprends le vocabulaire, familiarise-toi, et après tu pourras beaucoup plus facilement t'orienter vers d'autres contenus qui sont aussi plus techniques. Mais franchement, j'ai espoir quand même que les producteurs de contenu sur la question comprennent. Enfin, je veux dire, Internet, ça s'est pas démocratisé quand on a compris techniquement comment ça fonctionnait. Ça s'est démocratisé quand on a compris à quoi ça servait. Mais c'est exactement ça en plus. Donc j'ai quand même espoir qu'il y ait de plus en plus de contenu de vulgarisation, qui soit plus fun, qui soit plus sympa, qui permettent aussi aux gens d'apprécier ce truc-là d'une autre manière. Alors, je pense que je vais dire une bêtise et tu rectifieras si c'est le cas. T'es la seule femme dans le milieu que je connaisse. En tout cas, peut-être parce que tu as justement cette visibilité, tu as réussi vraiment où d'autres n'y arrivaient pas. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui parlent de crypto aujourd'hui? Alors, il y en a quelques-unes, il y en a assez peu, mais il y en a quelques-unes, sauf que les quelques-unes qu'il y a, à part moi, elles sont à fond dans les codes de la crypto. Et c'est pour ça que tu les connais pas. D'accord. C'est parce que, en fait, les codes de la crypto, c'est beaucoup d'anonymat, beaucoup de pseudo, beaucoup de jargon, beaucoup de réseaux qui vont être plus underground. On est plus sur du Reddit que sur du Instagram. Et ce qui existe pour l'instant, et c'est très malheureux, je trouve, mais les personnes qui produisent du contenu crypto sur des réseaux mainstream, comme moi, sont confrontées à un problème qui est qu'il y a énormément de scammers. Donc, ça va être des gens qui sont là pour faire des arnaques, qui utilisent ces réseaux-là. En fait, c'est les premiers, les premiers scammers, ils vont sur les réseaux mainstream. Donc, nous, qui cherchons à vulgariser ce truc-là, bah, on a aussi une difficulté parce qu'il faut qu'on se crée une crédibilité, tout en gardant ces codes du lifestyle, mais en parlant de crypto. Donc ça, c'est un petit peu le sujet. Donc oui, il y a des femmes, mais elles respectent plus les codes traditionnels de la crypto. Et moi, j'ai à la fois les avantages et les inconvénients de ma position. Est-ce que, justement, en étant sur des réseaux comme Instagram et en ayant, comme tu le dis, une approche plutôt lifestyle, c'est pas aussi compliqué d'avoir, par rapport à ce monde qui est très protocolaire, entre guillemets, une légitimité? Parce que, alors, je te suis, hein, sur Insta, je te suis sur tous tes réseaux, d'ailleurs. Et des fois, je vois des commentaires et je me dis, waouh! Waouh! Je sais pas comment elle gère, mais c'est pas cool, quoi. Toi, tu le vis comment? Alors, je suis beaucoup détestée, par pas mal de gens. Pas mal de gens dans l'univers crypto qui soit considèrent que je respecte pas les codes, et que donc ce que je fais, c'est pas bien. Soit considèrent que en fait je comprends, c'est une histoire c'est l'amour de l'art. Donc pour eux, l'amour de l'art, c'est on est technique, on est très précis et on respecte les codes. Si on les respecte pas, eh ben on détruit quelque part la beauté de ce que sont les cryptos. Et moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Vraiment, mais pas du tout. Pour moi, il faut sortir de ces codes-là. Ces codes-là, c'est ce qui fait que les cryptos c'est pas plus démocratisé. Et il faut aller vers autre chose pour que les gens puissent venir à ça. Donc il y a un peu deux catégories de personnes. Il y a celles qui voient ma visibilité et ma croissance comme quelque chose qui peut leur être utile à court ou moyen terme, et qui du coup vont pas trop s'exprimer à mon propos, en tout cas pas trop me descendre. Et celles qui me voient comme une menace, qui elles, pour le coup, vont y aller à fond, de sortir tout ce que je fais de son contexte et essayer de me décrédibiliser le plus possible pour me faire passer une espèce de Nabila de la crypto.
Et je le vis assez mal, pour être honnête. Je suis hyper... Enfin, comme je te disais, je me suis lancée très naïvement, et ce que je fais, genre, j'ai des bonnes intentions, tu vois. Je trouve ça... Je suis un peu... Il y a un peu la petite fille naïve en moi qui est là, genre, mais on veut tous la même chose, je comprends pas. Pourquoi vous me faites autant de mal alors que la vie, ça pourrait être beau, tu vois. Non, mais je te comprends totalement. Et mais je me dis, tu vois, s'il y avait plus de monde qui avait ta démarche de rendre accessible cet univers, il y aurait moins de critiques. Parce que finalement, tu sais, ça me fait penser aussi, pour encore faire un parallèle, à l'immobilier. Alors, je m'intéresse à l'immobilier, mais il y a quelques années, jamais je me serais dit, je me lance dans l'immobilier, parce que pour moi, c'était un secteur hyper fermé, de personnes qui avaient vraiment les moyens. Être rentier, pour moi, c'était un très gros mot qui voulait rien dire et que je n'aurais jamais pu toucher du doigt. Et puis finalement, il y a des gens qui sont rentrés dans ce milieu, qui ont fait comme toi, qui ont dit, bah non, en fait, tout le monde peut y entrer, mais il faut juste que les gens comprennent ce que c'est. C'est juste que là, aujourd'hui, les gens comprennent pas. Et si on rend accessible l'information, bah finalement, tout le monde pourra, en tout cas, essayer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens comme moi qui n'ont même pas d'investisseurs dans leur famille, mais qui s'intéressent à ça parce qu'il y a des gens qui ont rendu le truc accessible. Et toi, c'est ce que tu fais. Et je trouve ça génial. Et je me dis, bah, faut qu'il y ait plus de personnes comme toi, en fait. Mais je pense que d'ici quelques années, ça sera plus du tout un sujet. Mais en attendant, bon, il y en a qui sortent les fourches, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de jalousie parce que c'est quand même un secteur dans lequel c'est pas très bien vu d'être visible. Et moi, je suis très visible, vraiment beaucoup plus visible que des gens qui sont effectivement beaucoup plus compétents techniquement que moi. C'est pas du tout mon propos, moi. Moi, je dis, bah, je passe la première porte et après, les gens, ils vont venir vers vous, donc c'est cool. Mais ouais, non, j'espère que ça va se calmer à un moment. En attendant, je mets en place quand même pas mal de choses pour être pas trop impactée. Typiquement, les commentaires, moi, je vais jamais les regarder. À partir du moment où c'est un contenu qui est proposé sur un réseau social où il n'y a pas que ma communauté qui a accès et il y a vraiment beaucoup de monde, je préfère pas aller voir. Je ne montre aucun contenu sur Twitter parce que c'est en général vraiment le cercle de la haine contre moi. Donc je fais quelques petites choses pour essayer de m'en sortir. Comment, justement, par rapport à ça, comment tu fais pour toi garder en tête que tu es légitime? Tu sais, je te pose cette question parce que là, c'est ton exemple précis, mais je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui essayent des choses et puis on leur fait comprendre que bah non, t'es pas légitime parce que justement, soit tu viens pas du même sérail, soit t'as pas fait les bonnes études, ou voilà. Comment garder en tête que ce qu'on fait, bah c'est pas mal et au contraire c'est bien, puisque s'il y a autant de personnes qui te suivent, c'est qu'il y a un intérêt, et se dire non mais je continue parce que bah si j'ai toute ma place là, comment on fait? Alors comment on fait dans l'absolu, je sais pas. Je sais que moi j'ai eu une chance, c'est que tant que j'étais trop petite, j'intéressais personne et donc on me faisait vraiment pas chier. Mais le moment où on a commencé à beaucoup médire sur moi, ça a été quand j'ai commencé à voir, ma newsletter est devenue numéro 1 en France, je commençais à être visible sur énormément de réseaux, sur des chaînes nationales, etc. Et du coup, ça fait que, oui, en fait, on fait que de me dire que je suis pas légitime, mais, enfin, je suis en train d'écrire mon 2e livre, j'ai des centaines de milliers de personnes qui me disent merci tous les jours. Bon, en fait, si, je suis légitime parce que sinon, il y aurait pas tout ça. Donc ça fait que moi, j'ai un peu la preuve par les chiffres qui vient de me ramener à non mais c'est la haine, c'est normal quand tu réussis, quoi. Ouais. Et non mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que il faut garder aussi en vue le positif, parce que finalement le positif il est là et c'est ce qui nous motive à continuer et à progresser et à aller de l'avant. Donc on a tendance à justement regarder les mauvais commentaires, aller sur Twitter voir ce qui se dit, peut-être faire comme toi justement, ne pas aller voir ce qui se dit mais continuer son petit bonhomme de chemin. Ça. Moi, j'ai même un gros travail d'éducation de ma communauté à leur dire, genre, arrêtez de me partager les trucs que vous voyez sur moi qui sont haineux, en me disant, t'as vu, lui, il a dit ça, putain, c'est trop abusé. Parce qu'en fait, genre, moi, je veux pas le voir, ça. Je veux vivre dans mon petit monde merveilleux et qu'on va se chier. Parce que, pour le coup, quand t'es confronté à cette haine, c'est super difficile. Enfin, moi, j'ai une forme d'injustice que je ressens qui est hyper forte. Ça va me pourrir mon énergie pendant des jours. J'arrive plus à produire du contenu. Et ça me ralentit énormément quand j'y suis confrontée. Donc, j'essaye de l'être le moins possible. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui, là, nous écoute et qui se dit « Ok,
c'est le milieu dans lequel on doit investir. J'y connais absolument rien. Quelle est la première étape à faire? Qu'est-ce que je dois faire d'abord? C'est quoi? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer mais qui sait pas du tout par quoi commencer, où aller? Ok, alors pour moi, il y a plusieurs étapes, effectivement. La première étape, c'est comprendre qu'est-ce que c'est qu'une crypto et comprendre globalement ce que c'est que le secteur crypto. En fait, tant que tu as l'impression que tu es dans un pays différent avec une langue inconnue, ne mets pas d'argent. Enfin, ça, c'est le premier truc, ne fais pas comme moi. C'est vraiment, essaye de lire un maximum de contenu et de visionner un maximum de vidéos jusqu'à ce que, au moins, le côté crypto, le côté projet crypto, le côté blockchain, ces éléments-là, tu arrives à les appréhender, que ça soit pas trop nouveau. Ensuite, j'ai l'impression que ce qu'il faut faire, c'est de savoir quel type d'investisseur tu es. Et pour ça, j'ai l'impression aussi, et tout ça, c'est pas un conseil en investissement, hein, j'ai pas le droit de donner de conseils, qu'on se le dise, mais c'est d'investir un petit peu d'argent, un petit peu, dans une crypto. Potentiellement, les plus grosses cryptos, c'est quand même le mieux parce que tu prends moins de risques, et de te donner un rendez-vous avec toi-même 15 jours après. Et pendant ces 15 jours, combien de fois est-ce que tu es allé voir le cours du Bitcoin si tu investi dedans? Combien de fois est-ce que tu es allé faire des calculs sur ce que tu perdais, ce que tu machin, que tu as lu des trucs? Parce que ça va te donner vachement d'indications. Est-ce que tu te réveilles, tu penses à ça? Ça va te donner des indications sur le type d'investisseur que tu es. Moi, typiquement, je suis une investisseuse, mais anti-stressée. Genre vraiment, il faut beaucoup de choses pour me stresser. Donc, je suis une bonne investisseuse. Je vais faire des choix qui sont rationnels. Je vais pas prendre peur parce qu'il se passe un truc. Par contre, il faut, moi, je sais que moi, il faut quand même que je lise de l'actu très régulière. Bon, j'ai de la chance, c'est mon métier, mais moi, typiquement, pour avoir un truc qui crache totalement, et je me dis, est-ce qu'on n'attendrait pas demain à voir ce qui se passe? Non. Moi, c'est plutôt l'inverse que je dois faire. Mais donc, l'idée, c'est juste de comprendre quel type d'investisseur que tu es, et à partir de là, d'aller te faire les bases d'un plan d'investissement. J'ai écrit un article qui est un de mes best-sellers, sauf best avec. Hein? Ouais, mais vraiment, j'ai lu, mais je te promets, j'ai vu l'article et je me suis dit, mais je vais le suivre à la lettre en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai fait, j'ai suivi à la lettre tout ce que tu as dit. Donc, allez voir cet article parce que pour moi, il est génial. Et en plus, il est hyper simple. C'est simple et t'expliques les choses et tu expliques pourquoi faut penser comme ça. Et si tu penses comme ça, bah, comme tu dis, quel type d'investisseur t'es, qu'est-ce qui va se passer si tu agis comme ça. Il est génial, l'article. Vraiment. Mais trop sympa. Donc, de toute façon, il est en homepage de mon site. Donc, c'est vraiment comment faire un plan d'investissement. Et à partir de là, bah, ça te permet de commencer à te dire, OK, combien est-ce que je veux mettre, sur quel type de secteur, etc. Enfin, allez lire cet article-là, ça permet de placer les bases. Et ensuite, super important, mais je crois que je le dis dans l'article aussi, c'est de se faire un rendez-vous régulier par mois ou par trimestre en fonction du type d'investisseur que vous êtes, pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on analyse, qu'est-ce qu'on rajoute au plan, qu'est-ce qu'on retire du plan. Enfin, c'est quand même c'est un petit job en fait, hein, de faire ses finances perso. Ouais, non, vraiment, allez-y. Et moi, je rajouterais, inscrivez-vous à sa newsletter. Parce que moi, c'est vraiment ce qui m'aide à mieux comprendre les choses. Et non, vraiment, vraiment. Et là, c'est même pas pour faire de la pub, mais c'est surtout parce que quand on est novice, la simplicité, il y a rien de mieux. Et si on commence tout de suite par un jargon hyper compliqué, ben, on a l'impression d'être con. Et je crois qu'il y a rien de pire de se sentir bête parce que ben, c'est ce qui nous démoralise, en fait. Totalement. Moi, j'ai l'impression que le moins, c'est le mieux dans le cadre de la crypto. Et mon but, c'est de me dire, OK, pour que ça te semble plus être un univers totalement inconnu, si tu lis un article par semaine qui est facile sur un élément de l'écosystème, à force, les briques, elles se mettent toutes seules en place et tu te sens plus perdu. Et t'arrives vraiment ça devient quelque chose de familier. C'est mon but, c'est que les gens trouvent que c'est familier, ce truc-là. Ouais, clairement. Là, ton avis sur l'année qui va venir, on est en pleine crise, c'est pas facile pour tout le monde, mais pour toi, justement, le milieu de la crypto-monnaie pour l'année prochaine, toi, tu le vois comment? Bah, étant donné qu'on a eu la crise mai-juin, là, dans les textes, on est censé se taper au moins 3 ans de il se passe que dalle, quoi. Et par il se passe que dalle, je veux dire il se passe que dalle sur les prix des cryptos, parce que en revanche, c'est un moment qui est parfait pour les projets crypto qui se consolident.
qui se développent auprès de leur communauté d'utilisateurs, qui vont tisser des partenariats avec des entreprises du Web 2 pour justement arriver sur le marché en force. Parce que l'année de croissance des cryptos, c'est une année sur laquelle tu peux rien faire en fait. Tu peux juste absorber la croissance. Donc tu peux pas te développer. Et donc c'est une très bonne période pour les cryptos qui sont stables et qui peuvent avancer, même si c'est un peu plus difficile de trouver des financements. Par contre, pour les investisseurs, c'est le moment de se familiariser en fait avec le secteur sans sentir la FOMO de chaque, parce que vraiment en période on appelle ça le bull market, en période de bull market c'est affreux parce que chaque jour t'as l'impression d'être passé à côté d'un nouveau milliardaire qui a misé sur une crypto et ta vie c'est de la merde tout le temps. Alors que là c'est genre ok, t'as le temps, tu peux lire tous tes trucs, tu peux faire des investissements qui sont très très faciles, pas ultra réguliers en disant bah ça va, j'ai le temps, nanana. Alors qu'en bull market, c'est genre, si tu regardes pas les cryptos pendant 2 jours, peut-être t'as pas remarqué que t'étais devenu milliardaire et que machin, enfin. Et le lendemain, t'as tout perdu parce que t'as pas vu. Mais oui, c'est vrai, hein. C'est énorme. On arrive à la fin de notre conversation. La dernière question, il paraît que c'est la plus difficile. Tu me diras ce que t'en penses. Ouais. Si on devait retenir qu'une seule chose de toi, de ton expérience ou un message que t'as envie de faire passer, quel serait-il? Alors, si on devait retenir qu'une seule chose, ça serait que les cryptos, c'est pas du tout aussi compliqué que ce qu'on pense. Et qu'il suffit d'être confronté au bon contenu pour soi, qui nous correspond, pour y arriver. C'est ce que j'aimerais, dans la totalité de mon œuvre, c'est ce que j'aimerais faire passer comme message. Merci beaucoup, Caro. C'était vraiment hyper agréable. Et comme ta newsletter, c'est hyper fluide, hyper simple. Mais je suis persuadée qu'après ce podcast, des gens vont s'intéresser à la crypto, j'en suis sûre. C'est trop bien. Si on veut te retrouver... Oui, dis-moi. Non, j'allais te dire un grand merci pour l'invitation, franchement. Merci à toi. Si on veut te retrouver, on va où? On fait comment? Alors, pour la newsletter, donc c'est lescryptosdecaro.com, c'est trop facile, il suffit de lâcher son mail pour le recevoir le lundi matin. Et ensuite, on peut me retrouver sur Instagram, Caroline Jurado, LinkedIn, Caroline Jurado, enfin un peu sur toutes les plateformes, YouTube même, Caroline Jurado. Parfait. Et je vous noterai bien sûr toutes ces infos en barre d'infos du podcast. Merci beaucoup, Caro. On se rejoint sur les réseaux. Et merci à vous qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine à nous écouter. Je vous le dis chaque semaine encore, mais c'est important. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et à la semaine prochaine.